119 ans après l'abolition de l'esclavage de 1848, la Guadeloupe va connaître des émeutes meurtrières. Les événements de mai 67 surviennent dans un climat de tension extrême. 2 mois auparavant, au mois de mars, la ville de Basse-Terre s'enflamme sur le terrain politique et racial. Ce qui est présenté au départ comme un fait divers va s'avérer être un élément déclencheur. À 9 h du matin, le lundi 20 mars, Vladimir Srensky, un commerçant européen, propriétaire du magasin de chaussures Le Sans Pareil, lâche son chien berger allemand contre Raphaël Balzinc, un cordonnier infirme. Le commerçant aurait dit à son chien « Dis bonjour aux nègres ». Les habitants de Basse-Terre sont révoltés. Le magasin de Srensky est saccagé et sa voiture jetée à la mer. Le 23 mars, une bombe éclate à Pointe-à-Pitre devant la façade d'un magasin appartenant à la famille du commerçant. Srensky doit fuir pour éviter le lynchage. Cet épisode raciste qui aurait pu se dérouler dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ou dans une ville du sud des États-Unis fait aussitôt scandale, car ce commerçant est bien connu dans l'île. Pourquoi ? Srensky est un agent électoral très actif de l'UNR, le parti gaulliste. Il est même lié à Jacques Foccart, l'éminence grise du général de Gaulle. Mais nous aurons à reparler de Foccart dont l'ombre a plané sur tous ces événements guadeloupéens. Quoi qu'il en soit, cet incident raciste provoque immédiatement de violentes réactions dans la population de Basse-Terre. Redoutant l'insurrection populaire, le préfet de l'époque, Pierre Boulotte, s'apprête à faire intervenir les forces de l'ordre. L'avocat Gerty Archimède intervient in extremis pour calmer les esprits. Ces événements sont révélateurs de tensions raciales, mais le contexte politique est également très tendu. En mars 1967, nous sommes en pleine élection législative. Grande surprise, la très populaire Gerty Archimède qui se présente sous les couleurs du Parti communiste guadeloupéen est battue dans la 3e circonscription par Albertine Baclet, représentante de la droite locale. Pour René Bélénus, docteur en histoire, c'est d'abord l'analyse des faits politiques qui permet de comprendre les causes de ces troubles. Attendez, Albertine Baclet qui bat Gerty Archimède, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Il suffit de regarder tous ceux qui étaient dans la mairie de Basse-Terre le dimanche soir et qui ont vu Gerty Archimède avec 3200 voix d'avance. Le lendemain dans le France-Antilles, elle n'avait plus que 200 voix d'avance à Basse-Terre. Au vu et au su. Et c'est totalement à l'origine des événements de Srensky, qui était le bailleur de fonds de la droite, et Balzac, qui était l'ouvrier, un partisan d'Archimède. On ne faisait pas plus partisan d'Archimède que Balzac. Ce qui s'est passé entre ces deux hommes-là pendant la semaine explique les événements du lundi, et donc le soulèvement populaire, et donc l'envoi des légionnaires. Les légionnaires sont au Résé. Ils ont demandé à rentrer pour la fête des mères, dimanche 29. Ils sont au Résé. Ils sont au Résé. Depuis 13 h, leur vol est prévu à 18 h pour entrer à Paris, lorsqu'il y a les événements de la place de la Victoire. Le 26 mai 1967, 5000 ouvriers manifestent à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire. Ils réclament une augmentation de salaire de 2%. Les négociations échouent. Dans les rues, la tension est maximale. Le délégué patronal de l'époque, Georges Brizard, aurait tenu des propos racistes. Quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Comme à Basse-Terre, c'est l'explosion populaire, le conflit vire du social au racial. Enfin, pour être tout à fait complet, il y a un autre phénomène qui joue, la fraude électorale. Et pratiquée par le parti au pouvoir, j'imagine. Hein. Ces représentants dans l'île qui, alors que la Guadeloupe votait plutôt à gauche, et même communiste, font en sorte qu'elle bascule à droite. Le bourrage des urnes ? Une intervention directe de l'administration préfectorale, oui. Bon, tout cela fait que le climat guadeloupéen devient de plus en plus tendu. Surtout après l'incident de l'infirme mordu par le chien du commerçant gaulliste. Après l'incident raciste dont a parlé M. X, il est vrai que le préfet a pris peur et qu'il a demandé au ministre des Dom-Tom, le général Billotte, de lui envoyer des renforts. Demande transmise au chef de l'État. Le mercredi 22 mars, Jacques Foccart, qui s'entretient chaque soir avec le général de Gaulle, évoque cette affaire. La suite est racontée par Foccart lui-même. Quand j'en suis venu à l'affaire de Basse-Terre, le général a poussé des clameurs. Comment ? Un deuxième escadron ? Mais jamais !
Je n'ai pas compris du tout que Billotte me demandait cela, d'ailleurs. Il ne me l'a pas demandé, c'est toujours la même chose. On fait des phrases comme cela pour faire croire que l'on a demandé, après quoi, on en profite. Jamais de la vie. Il faut arrêter avec ces histoires de préfets et de gouverneurs qui s'affolent pour un rien. Ce n'est pas parce qu'un blanc a envoyé son chien mordre les fesses d'un nègre qu'on va envoyer un escadron. C'est ridicule. Combien y a-t-il d'hommes là-bas? Heureusement, c'est Foccart qui continue à parler, j'avais préparé mon affaire et je lui ai répondu qu'il y avait 600 hommes disponibles. Eh bien, c'est très largement assez et dit à Billotte que ça suffit comme cela et qu'on ne va pas indéfiniment se laisser gagner à la main par tous ces préfets et tous ces gouverneurs qui n'ont pas les nerfs assez solides. Du reste, toujours Foccart, le soir je peux annoncer au général que le calme est revenu à la Guadeloupe. Ce texte est extrait du journal de l'Élysée de Jacques Foccart, publié par Fayard et Jeune Afrique. Les vieux démons du passé ressurgissent. Une société en blanc et noir. Les revendications sociales ne sont pas prises en compte. En revanche, l'État prend très au sérieux le groupement d'organisation nationale de la Guadeloupe, le GONG, dirigé par le docteur Pierre Sainton, dont l'aspiration est l'indépendance nationale. 5 ans après la guerre d'indépendance d'Algérie, cet objectif n'est pas acceptable pour les autorités. Le docteur Pierre Sainton et bien d'autres militants sont arrêtés. Le préfet Boulotte ordonne aux légionnaires de se positionner dans toute la ville. Pointe-à-Pitre est très quadrillé. Et moi, en tant qu'aîné, je l'ai attendu, j'attendais toujours ma mère avant d'aller me coucher. Tu avais quel âge à l'époque? J'ai 13 ans. Okay. Et donc j'attends qu'elle arrive, puisque je dois rendre compte de ce que j'ai fait pendant la journée. Il est minuit, 1h du matin, je ne dors pas. Ma grand-mère voit mon inquiétude, on ne sait pas trop pourquoi. Et ma mère rentre le lendemain vers 10h et elle a les larmes aux yeux, elle s'enferme, elle ne veut pas parler. Et elle nous explique que oui, il y avait des CRS dans la nuit, on m'a demandé de courir, j'ai couru chez une voisine, etc. Et ça a été notre premier contact avec mai 67, le fait de penser de façon rétrospective que nous aurions pu perdre notre mère. Et je crois que ce sont des choses qui marquent. Un mot peut-être sur ce préfet, Pierre Boulotte, qui régnait sur l'île comme un gouverneur colonial. Ainsi, ce n'était certainement pas un hasard si ce haut fonctionnaire avait longtemps été en poste en Indochine, puis en Algérie. Pendant la guerre, donc. Et c'est pourquoi il avait sans doute hérité de certains réflexes. En tout cas, il était clair qu'il avait été placé en Guadeloupe pour faire de la politique, c'est-à-dire favoriser à tout prix la droite départementale et diviser l'opposition, à commencer par le Parti communiste. À Pointe-à-Pitre, les manifestations dégénèrent. Les manifestants affrontent les forces de l'ordre avec des pierres, des bouteilles et des conques de lambis. Les militaires ripostent à balles réelles. De nombreuses personnes sont blessées et tuées. Revenons là sur cet ordre de tirer. C'est excessivement grave. Et tout à fait exceptionnel. En métropole, une telle décision n'aurait pu être prise qu'en raison d'événements très importants, une situation insurrectionnelle par exemple. Il faut croire qu'en Guadeloupe, il en allait tout autrement. Vous insinuez que la vie humaine là-bas n'aurait pas eu la même importance qu'en métropole. Ça me semble évident, non? Parmi les victimes se trouve le militant du GONG, Jacques Nestor. C'est un assassinat ciblé. Le commissaire l'a désigné voilà, du doigt, exactement. Il a été assassiné froidement. Pourquoi? Parce que c'est un ancien de l'Algérie, qu'il connaît les explosifs. On avait mis une bombe à sang pareil, Pointe-à-Pitre, 2 jours avant. Il était fortement soupçonné. C'était une cible. C'était une cible. C'est un assassinat et qui a mis le feu aux poudres. Mais tout ça rentre dans une stratégie. Parce que le préfet Boulotte et encore plus le ministre Billotte, excusez, ils ont les mains sales, très sales dans cette affaire, très très sales. Un autre homme joue un rôle non négligeable dans le déroulement des événements. Jacques Foccart, originaire de la commune de Gourbert en Guadeloupe. Celui que tout le monde surnomme Monsieur France-Afrique est l'homme de confiance du général de Gaulle. Il est secrétaire général de l'Élysée à l'époque. On ne peut pas comprendre ni mai 67, ni tout ce qui se passe à Cayenne, à Fort-de-France, le Boeing de 62 à Caféière. On ne peut pas comprendre tout cela sans exhumer un nom. Jacques Foccart. Jacques Foccart. De la même façon qu'il
connu pour les basses manœuvres en Afrique. Il a tout piloté aux Antilles, tout, de A à Z. Mai 67, c'est Foccart. C'est Foccart. Autrement dit, la Guyane avait déjà pris plein la figure en 58, en 62. La Martinique en 59, il fallait une leçon pour la Guadeloupe. C'était un peu l'île rebelle. Il fallait la casser, il fallait pour l'exemple. Les instructions qui ont été données au préfet Bolot en 1967 sont très claires. Allez-y, c'est feu vert, massacrer s'il le faut. Il fallait casser du nègre. 46 ans plus tard, la vérité n'est toujours pas faite concernant le nombre de victimes exactes. Officiellement, on parle de 87 morts. Officieusement, beaucoup plus. Il y a une chape de plomb qui pèse sur ces événements de 67 qui n'est toujours pas levée. Parce que les familles avaient honte. Il ne fallait pas qu'on sache qu'un des leurs avait été tué. Donc tout le monde a étouffé. Parce que c'était mal vu. Si vous aviez quelqu'un qui avait été tué, c'est que forcément il était dans les événements. Ce qui n'était absolument pas vrai. C'était que des meurtres gratuits. À part les exécutions qui ont eu lieu à Miquel, hein, il y a eu des exécutions sommaires. Les cadavres entreposés dans la cour de la sous-préfecture, M. Jazot qui nous racontait comment il avait échappé à la mort en faisant le mort justement. Ben, tout ça, c'est, hein, on peut additionner tous ces témoignages pour voir que mai 67, c'était quand même une tuerie voulue, organisée, programmée. Quand vous avez le témoignage de Mme Tarrer, par exemple, qui vous dit comment on vient chercher les blessés à l'hôpital, on les emmène, on ne les a jamais revus. On vous parle de ce bateau qui est parti au large avec des cadavres. Bon, il y a des choses troublantes. Le nombre de victimes a été bien plus important qu'on imagine. Cette quête de vérité a fait l'objet de nombreuses recherches. Des historiens comme Jean-Pierre Sainton et Raymond Gama ont enquêté pour lever les zones d'ombre. Des demandes ont été effectuées auprès des plus hautes autorités de l'État réclamant la création d'une commission d'enquête. Une exigence fédératrice pour ce devoir de mémoire. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Quand nous avons parlé de la clémence, j'ai évoqué le général de Gaulle. Mais l'homme qui a certainement joué un grand rôle dans cette affaire, c'est Jacques Foccart. Je suis persuadé que c'est lui qui a tiré la plupart des ficelles. Alors l'ordre d'ouvrir le feu serait-il venu de lui ? On peut légitimement se poser la question. Le préfet, ne serait-ce que pour se couvrir, a dû en référer à Paris. Et il a dû être immédiatement aiguillé vers Foccart. D'accord, mais Foccart, c'était le plus proche conseiller du général. Hein. Et quand il y avait urgence, il pouvait prendre lui-même des décisions. Quoi, sans prévenir de Gaulle ? Tout à fait. Mais, alors, moi je m'interroge, les affaires guadeloupéennes, pourquoi ? Parce que son père, Guillaume Foccart, avait été planteur à la Guadeloupe et que son fils, qui avait d'ailleurs passé une partie de son enfance aux Antilles, y faisait toujours des affaires. Alors, si Foccart est réellement intervenu, ce n'était pas totalement désintéressé ? Foccart n'aurait pas été le premier à confondre les affaires de l'État et les siennes, non ? Afin de vérifier cette dernière assertion de M. X, je me suis plongé dans le livre de Pierre Péan, L'homme de l'ombre, une biographie très détaillée de Jacques Foccart. Et voici ce que j'y ai lu. Les Français ignorent probablement que c'est à Jacques Foccart qu'ils doivent de n'avoir mangé que des bananes des Antilles, probablement les plus chères du monde, pendant de très nombreuses années. Les producteurs antillais ont dû en montrer bien de la reconnaissance à Foccart et à ses amis gaullistes. Avant de s'occuper de toute l'Union française, Foccart a d'ailleurs fourbi ses armes de 1947 à 1949 comme délégué du RPF pour les Antilles. Non seulement il gardera toujours une certaine prédilection pour la Guadeloupe, mais quand De Gaulle reviendra au pouvoir, il considérera cette île comme son apanage. Le délégué du RPF se montre en l'occurrence plus conservateur que jadis son père, le planteur Guillaume Foccart. Il demande qu'avant de faire la déclaration des droits, on fasse également la déclaration des devoirs et responsabilités des autochtones. Cet ouvrage a été publié par Fayard.